Le déclin économique russe a commencé, plaçant Moscou dans une situation très difficile. Ce n'est pas une révélation venant d'un analyste occidental, ni une accusation d'un gouvernement étranger. C'est un aveu de l'intérieur de l'establishment financier russe. La banque du Kremlin l'a affirmé. Ce dont le reste du monde met en garde depuis des années. Mais les choses ne s'annoncent pas bien pour eux. Lorsque l'institution censée apaiser les craintes est obligée d'admettre que l'économie s'effondre, cela nous indique que les dégâts ont dépassé le stade du déni. La question n'est plus de savoir si la Russie est encore sous pression, mais jusqu'où va l'effondrement, et ce que cela signifiera pour le pays, pour Poutine et pour le monde entier. Depuis 2022, la Russie a fait évoluer son économie d'un système de marché vers une machine de guerre. Tous les leviers ont été actionnés pour maintenir l'afflux d'argent vers l'armée, dissimuler le coût des sanctions et convaincre la population que la situation reste sous contrôle. Pendant un certain temps, cela a fonctionné. Les responsables vantaient leur résilience en citant des chiffres du produit intérieur brut montrant une croissance. La télévision d'État affirmait que la Russie résistait malgré l'isolement. Écoutez l'ambassadeur russe évoquer l'économie de son pays lors d'une récente interview. Je suis allé plusieurs fois dans mon pays cette année sans constater de déclin. Malgré tous ces dénis, en coulisses, les gens voyaient les prix augmenter, les rayons se vider et le rouble qui valait de moins en moins chaque mois. Le système reposait sur des illusions qui ne durent jamais. Aujourd'hui, dans un rare moment d'honnêteté, la Banque de Russie a finalement admis ce que le Kremlin tentait de cacher depuis des mois. L'économie s'effondre. Les données officielles montrent que le produit intérieur brut russe a baissé aux 2 premiers trimestres de 2025, confirmant la définition classique d'une récession. Cela annonce de graves problèmes pour l'économie russe, et l'avertissement ne provient pas d'une seule source. En juin, le ministre de l'économie, Maxima Rachetnikov, a annoncé que la Russie frôlait la récession. Peu après, Oxford Economics confirma que le pays était au bord du gouffre. Même au sein du système financier russe, l'inquiétude grandit. La semaine dernière, le président directeur général de Sberbank, Hermann Greff, a qualifié l'économie de stagnante sur le plan technique, répétant les avertissements lancés en juillet et en août selon lesquels la croissance était proche de zéro. Si c'était de simples analystes occidentaux, nous serions prudents. Mais ici, ce sont des voix impartiales importantes. Rochenikov parle pour l'équipe économique du gouvernement, alors qu'Oxford Economics exprime la vision des marchés mondiaux sur la Russie. Et Greff est l'une des figures les plus puissantes du secteur privé russe. Quand les trois disent la même chose, le message est clair. Ce n'est pas un problème à court terme, c'est un déclin profond et durable. À ce stade, la vérité est difficile à ignorer. La vérité, c'est que l'économie de guerre russe s'effondre, et même ses institutions les plus loyales ne peuvent plus cacher les dégâts. Pour saisir l'importance de cet aveu de la Banque de Russie, il faut revenir sur la façon dont la Russie a initialement bâti son économie de guerre. Vous voyez ? Lorsque les sanctions sont tombées après l'invasion de l'Ukraine, le Kremlin a réagi rapidement pour empêcher le pays de paniquer. Des contrôles de capitaux empêchent la fuite d'argent du pays. Les exportations de pétrole et de gaz ont été poussées plus que jamais, même si cela signifiait vendre à prix réduit à des pays comme la Chine et l'Inde. Même dans le pays, la propagande affirmait que l'économie était forte et que les mesures occidentales avaient échoué. Pendant un certain temps, la stratégie a donné l'apparence de la stabilité. Le rouble a été défendu, les usines ont continué de tourner, et les soldats ont été payés. La Russie semblait avoir évité le pire, mais cette stabilité était largement illusoire. La croissance vantée par les dirigeants russes ne profitait pas aux gens ordinaires. Le produit intérieur brut a cru grâce aux fortes dépenses du gouvernement en chars, missiles et munitions. Cela peut faire croire que l'économie va bien, mais cela n'aide ni à se nourrir ni à acheter des médicaments abordables. Alors que cette croissance était vantée, les prix des produits essentiels montaient, les économies perdirent de la valeur et le rouble s'affaiblissait. Les gens ont ressenti la pression sur leur portefeuille, malgré les affirmations des responsables sur le renforcement de la Russie sous sanctions. Cependant, même la Banque de Russie a désormais été contrainte de signaler que ce récit ne pouvait plus être maintenu. Une déclaration d'une telle institution n'est pas faite à la légère. Il doit rassurer la population, inspirer confiance et éviter la panique. Le fait qu'elle évoque des fissures montre que les problèmes sont trop graves pour être dissimulés. C'est un signe que la direction russe sait que l'effondrement est en cours. Alors la grande question est, pourquoi cet effondrement a-t-il lieu ? Honnêtement, il n'y a pas une seule cause, mais plusieurs facteurs qui ont ensemble mené l'économie au point de rupture. Les sanctions ont été plus dures que prévues par le Kremlin. Des industries ont perdu l'accès aux marchés occidentaux, à la technologie et au financement.
L'Europe, qui était autrefois le plus grand client de la Russie pour le pétrole et le gaz, s'est détournée. Moscou a utilisé une flotte fantôme de vieux pétroliers pour livrer son pétrole à de nouveaux acheteurs, souvent à prix réduit. Cela maintient les revenus, mais à une fraction d'avant. Cette année, les revenus pétroliers et gaziers russes ont baissé de plus de 20%, atteignant près de 603 000 milliards de roubles. Au cours des 8 premiers mois, le mois d'août à lui seul a enregistré une baisse de 35% sur un an, avec des revenus mensuels tombant à environ 505 milliards de roubles. C'est un coup dur pour le budget. L'argent de l'énergie, jadis utilisé pour financer pensions et écoles, sert désormais uniquement à entretenir la guerre. Et avec le gouvernement obligé de revoir à la baisse ses prévisions annuelles de près d'un quart, le résultat net chute rapidement. Nous savons tous qu'une économie a besoin d'argent, et comme il y en a très peu en ce moment, tout part en vrille. Les sanctions n'expliquent pas tout l'effondrement. Les choix de la Russie ont aggravé la situation. Les dépenses militaires, comme Otto chantait, sont complètement échappées à tout contrôle. Actuellement, la défense consomme plus d'un tiers de l'ensemble du budget de l'État. Ce changement n'est pas passé inaperçu. Services sociaux, santé et développement régional ont été réduits pour permettre aux chars de sortir des usines. La logique est simple. Les armes avant le beurre. Cela peut soutenir l'effort de guerre pour l'instant, mais cela épuise le reste de l'économie. D'autres empires ont déjà commis cette erreur, nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Pendant ce temps, le rouble a enchaîné les crises. En 2023 et 2024, la monnaie a connu plusieurs quasi-chutes libres. La banque centrale a relevé fortement les taux pour stopper l'hémorragie. Mais cela a eu un coût. Les petites entreprises ont peiné à emprunter, les paiements hypothécaires ont augmenté, et les familles ont dû économiser. Avec les importations limitées, les prix des produits de base ont encore augmenté. Chaque fois que le rouble perdait de la valeur, la vie devenait plus difficile pour les Russes ordinaires. Défendre la monnaie a fait gagner du temps, mais freiner la croissance. L'économie étouffait, se crispait. La perte de population a aussi frappé l'économie. Depuis le début de la guerre et après la mobilisation, plus d'1 million de Russes ont quitté définitivement le pays. Beaucoup étaient jeunes, instruits et hautement qualifiés. Des travailleurs du secteur technologique, des ingénieurs, des médecins et des entrepreneurs. Ils ont tout emballé et sont partis, laissant derrière eux des vides difficiles à combler. Ce n'étaient pas que des chiffres. Ils incarnaient l'innovation, la croissance et faisaient progresser les industries. Leur départ a vidé des secteurs clés. Ce qu'il reste, c'est un marché du travail sous tension. Les usines manquent de personnel, les fermes peinent à récolter, et les hôpitaux sont en sous-effectif. La productivité baisse dans tous les secteurs. Une économie de guerre peut continuer à fonctionner par la force brute, mais sans personne pour réparer, construire et innover, elle finit par s'essouffler. La Russie ressent désormais cette usure, et la corruption n'a fait qu'aggraver la situation. Avec des milliards investis dans la défense, les initiés voient donc la guerre comme une opportunité commerciale. L'argent pour les armes disparaît, et les fournitures des soldats sont revendues ou jamais livrées. Et les projets dépassent le budget, prennent du retard ou échouent tout simplement. Le système russe ne récompense pas la compétence, il récompense les relations. Les proches du pouvoir prospèrent, le pays en subit le coup. Ce n'est pas nouveau pour la Russie, mais la guerre a rendu cela encore plus destructeur. L'ampleur est plus grande, et les enjeux plus élevés. C'est un schéma familier qui rappelle la fin de l'Union soviétique, lorsque la corruption et le gaspillage ont contribué à plonger le système dans la stagnation. Avant, la dégradation était lente, mais elle s'accélère aujourd'hui. Par-dessus tout, la Russie s'est retrouvée de plus en plus isolée. Le Kremlin souligne ses relations avec les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et d'autres pays alliés. Mais ces relations sont bien plus faibles que celles perdues avec l'Occident. Moscou n'est plus vu comme partenaire stratégique par la Chine et l'Inde, mais comme un simple fournisseur à l'influence limitée. Plus la Russie s'appuie sur ces accords, qui sont en constante évolution, plus elle devient dépendante. Autrefois diversifiée et intégrée à l'Europe, l'économie est devenue un exportateur bas de gamme, dépendant de quelques acheteurs puissants. Ce changement a retiré à la Russie son pouvoir de fixer les prix, de conclure des contrats à long terme et son influence sur les marchés mondiaux. Toutes ces pressions se sont heurtées pour former une tempête parfaite, et les dégâts ne sont plus cachés. L'inflation réduit le pouvoir d'achat des ménages russes, qui paient plus cher la nourriture, les médicaments et le logement. Le coût de la vie ne cesse d'augmenter, tandis que les salaires ne suivent pas. Les usines peinent à se procurer des pièces et des matériaux. Les importations occidentales ont cessé, et les alternatives asiatiques sont irrégulières et souvent de moindre qualité.
Les industries civiles sont sous pression parce que l'armée est prioritaire. Les budgets des gouvernements locaux, surtout dans les régions pauvres, s'effondrent. Les services de base diminuent. Écoles, cliniques et transports accusant du retard, Moscou détournant des ressources pour la guerre. Et les gens le ressentent chaque jour, dans leur portefeuille, dans leur quartier et dans leur quotidien. Ce type de réalité ne peut être caché indéfiniment. On pourrait croire que la Russie a déjà assez de problèmes, mais non. Même Mère Nature inflige de lourds coups aux champs russes. Le mauvais temps dans les principales zones agricoles a fortement réduit les récoltes. La sécheresse dans le sud a desséché les cultures, les inondations en Sibérie ont noyé les champs, et des gelées inattendues dans la Volga ont endommagé les jeunes pousses. Le blé, l'orge et les tournesols ont tout connu des rendements plus faibles cette saison. En conséquence, les volumes d'exportation ont chuté tandis que les coûts ont grimpé en flèche. Les agriculteurs paient plus cher leur équipement et carburant à cause des sanctions et de la hausse des prix mondiaux. Le soutien du gouvernement a diminué, car la défense prend plus de budget. Pour beaucoup, le pain est plus cher et les légumes plus difficiles à crépages à trouver. La sécurité alimentaire, autrefois force de la Russie, est désormais sa faiblesse. Le secteur agricole, qui pouvait autrefois amortir les chocs économiques, est lui-même secoué et en difficulté. Quand ce qui permet de mettre de la nourriture sur la table commence à s'effondrer, tout le reste devient plus difficile. Et à tous ces problèmes, il faut ajouter l'effondrement du système de santé russe. De nombreux hôpitaux manquent de médicaments et d'équipements médicaux. Les laboratoires de diagnostic fonctionnent avec des technologies obsolètes, tandis que les opérations chirurgicales sont retardées faute de fournitures. Dans les zones rurales, les cliniques ont fermé ou fonctionnent avec un personnel minimal. Les médecins, surmenés et souvent non payés, luttent contre l'inflation. Les patients atteints de maladies chroniques ont plus de mal à se faire soigner, et en ce qui concerne les soins maternels et infantiles, ils souffrent beaucoup plus. Dans l'ensemble, la situation sanitaire est assez chaotique. Lorsque le Kremlin dirige l'argent vers la guerre, des maladies ordinaires deviennent dangereuses, et cela a entraîné la souffrance directe de nombreux Russes. C'est pourquoi l'annonce de la Banque de Russie a autant de poids. Ce ne sont pas que des chiffres sur une feuille. Il faut reconnaître que l'effondrement n'est plus une menace lointaine. Il a déjà commencé. Depuis des années, le Kremlin utilise le déni, la distraction et une propagande continue. Maintenir le calme du public est le récit officiel. Mais désormais, même son établissement financier ne peut plus soutenir cette prétention. Le message est sans équivoque. L'économie de guerre plie sous sa propre pression, et les répercussions iront bien au-delà du ministère des Finances. La question est, que va-t-il se passer ? Pour la Russie, l'effondrement change l'opinion publique, non ? L'agitation monte, le mécontentement se répand. L'image de Vladimir Poutine en tant que garant de la stabilité a été sérieusement écornée. Cette image reposait sur la prévisibilité, non sur la prospérité. Si les gens ne croient plus que l'État assure leur stabilité, son pouvoir se fragilise. Cette perte de confiance apparaît déjà dans la croissance des marchés noirs. Les gens recourent à des systèmes informels pour survivre, ce qui affaiblit l'État et crée de nouveaux risques. Lorsque la confiance s'effrite et que le contrôle échappe, même de petites perturbations peuvent dégénérer en quelque chose de bien plus important. Cette perte de confiance conduit à la prochaine faille, l'effort de guerre. La pression sur l'armée russe est tout aussi forte que celle qui pèse sur son économie. Approvisionner une armée en armes, véhicules et munitions coûte cher, même en période de croissance. Le faire alors que l'économie se contracte rend cela presque impossible à soutenir. Et les usines qui produisaient autrefois des biens civils ont été reconverties pour fabriquer des armes. Mais même ces usines font face à des pénuries. La Russie n'a plus facilement accès à la technologie avancée qu'elle importait d'Europe et des États-Unis. Les puces, capteurs et machines de précision essentielles à la guerre moderne sont désormais inaccessibles. Il existe des substituts, mais ils sont plus lents, plus coûteux et souvent moins fiables. Le résultat est une machine militaire fonctionnant avec une efficacité décroissante, alors même que les exigences du champ de bataille continuent d'augmenter. Les soldats subissent cette pression. Des salaires qui semblaient autrefois généreux sont désormais érodés par l'inflation, et pourtant le paiement de ces maigres salaires est retardé. Concernant les ressources permettant à la Russie de gagner, c'est pire. L'équipement est souvent obsolète ou mal entretenu. Les fournitures sont rares. Pour ceux au front, la guerre paraît sans fin, tandis que la situation se dégrade pour leur famille. Ce décalage mine le moral. Et le moral n'est pas seulement une donnée abstraite, c'est l'une des ressources les plus vitales dont dispose toute armée. Un gouvernement peut imprimer plus d'argent ou mobiliser plus d'hommes, mais il ne peut pas fabriquer la croyance en la victoire une fois que cette croyance s'est évaporée.
Et ces problèmes n'affectent pas seulement les soldats ou les pauvres. Même dans ce cas, l'élite russe fait face à sa propre forme de pression. Pour eux, la pression est désormais aussi psychologique, plus seulement financière. Avec tout ce chaos qui se passe, YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il paie les créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi ? Eh bien, parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. Voilà pourquoi des vidéos avec moins de 1000 vues, comme celle-ci, apparaissent sur votre page d'accueil. Bien sûr, cela ne signifie pas que tout le monde doit lancer une chaîne. Mais si vous avez envisagé de créer une chaîne YouTube ou sans visage, c'est le moment idéal. YouTube verse chaque jour des millions aux créateurs et met désormais davantage en avant les chaînes récentes et petites. Mais je suis sûr que vous avez beaucoup de questions sur la façon de commencer et de développer une chaîne. Nous recevons des questions par email tout le temps, de la part de certains d'entre vous. Et c'est pourquoi nous avons décidé de mettre tous nos conseils YouTube dans une seule vidéo YouTube, entièrement gratuitement. Donc, si vous êtes quelqu'un qui souhaite lancer sa propre chaîne YouTube, vous pouvez regarder cette vidéo ici sur YouTube. Cliquez sur le lien en description ou l'affiche à l'écran. Les oligarques enrichis par les marchés mondiaux ont été coupés. Leurs yachts, villas et comptes offshore sont gelés ou inaccessibles. Chez eux, ils sont pressurés pour financer l'effort de guerre, même si leurs propres entreprises rétrécissent. Certains se sont rapprochés davantage de Poutine, pensant que le pouvoir les protégera. D'autres déplacent discrètement leurs actifs à l'étranger, utilisant des sociétés écrans, des transferts en crypto-monnaie et des intermédiaires étrangers pour protéger leurs richesses contre les saisies ou l'effondrement. Mais tout le monde n'échappe pas à la colère de Poutine. Et au milieu d'une économie en plein effondrement, certains sont utilisés comme exemple pour avertir les autres. Ces derniers mois, une série de décès a ébranlé l'élite. Pour commencer, Roman Stadovoit. L'ancien ministre des Transports a été retrouvé mort dans sa voiture peu après son limogeage. Les rapports officiels ont conclu à un suicide, mais le moment et les circonstances soulèvent certaines questions. Il était enquêté pour avoir détourné plus d'1 milliard de roubles prévus pour les fortifications. Son ex-adjoint, brièvement gouverneur de Koursk, a été arrêté cette année et aurait témoigné contre lui. Le message était clair, la loyauté n'assure plus la sécurité. Nous avons aussi Andrei Badalov, vice-président de Transneft, tombé d'un balcon en juillet. C'était un haut dirigeant du secteur pétrolier, avec des liens étroits avec l'État. Sa mort s'inscrit dans un schéma trop souvent observé ces dernières années. Un des hauts responsables, oligarques ou initiés décédés dans des circonstances étranges ou accidents inexpliqués. Certains faisaient l'objet d'une enquête, d'autres étaient simplement tombés en disgrâce. Aujourd'hui, le Kremlin nie toute implication, mais la peur est bien réelle. D'anciens responsables évoquent une paranoïa généralisée, chacun surveillant l'autre sans savoir qui sera le prochain. La confiance s'effrite, et quand cela arrive au sommet, tout s'effondre rapidement. Donc, maintenant que toute la situation intérieure a été clairement expliquée, vous êtes-vous déjà demandé comment cette situation affecte le monde dans son ensemble ? Les conséquences de cet effondrement ne concernent pas seulement la Russie. Pour commencer, le monde a déjà ressenti l'onde de choc sur les marchés de l'énergie et de l'alimentation. Lorsque la Russie restreint les exportations de gaz, de pétrole ou de céréales, les prix mondiaux s'envolent. Cela affecte des pays éloignés, faisant grimper le chauffage en Europe et les prix alimentaires en Afrique et Asie. Les marchés restent tendus car le Kremlin est prêt à utiliser les ressources comme arme. Plus l'économie russe s'affaiblit, plus ses actions peuvent devenir imprévisibles. Le pétrole et le gaz assuraient autrefois à Moscou stabilité et influence. Aujourd'hui, la baisse des revenus accroît le risque que l'énergie soit utilisée brusquement pour déstabiliser le commerce mondial. Le blé et les engrais illustrent aussi ce point. Russie et Ukraine étaient des acteurs clés de l'approvisionnement alimentaire mondial. La guerre et les sanctions ont perturbé ce flux, inquiétant les pays importateurs face aux pénuries. Si l'économie russe faiblit et la production agricole baisse, l'inquiétude pourrait devenir une pénurie. Chaque choc sur les matières premières aggrave l'inflation dans des pays déjà sous pression, d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Afrique. Ainsi, alors que l'effondrement commence à l'intérieur de la Russie, ses effets se répercutent vers l'extérieur, touchant des vies bien au-delà de ses frontières. La vérité plus profonde, c'est que cet effondrement marque le démantèlement du système que Poutine a mis 2 décennies à construire. Son règne n'a jamais eu pour but d'apporter la prospérité ou la liberté. Il s'agissait d'offrir l'ordre, la promesse que la vie resterait stable, même si elle était limitée. Le pacte a été rompu, la guerre a supprimé ses conditions, le Kremlin ayant choisi la confrontation et la militarisation. Ce faisant, il a compromis la stabilité du pays. L'histoire ne peut ignorer ses échos. À la fin des années 1980, l'Union soviétique s'est retrouvée dans un piège similaire. Des années de dépenses militaires ont ruiné l'économie.
affaibli les services sociaux, entraîné une faible qualité des biens de consommation et généré une corruption généralisée. Quand des réformes ont été tentées, le système était trop fragile pour réagir. Les pénuries en ont augmenté, les troubles civils se sont étendus, menant à l'effondrement. Aujourd'hui, ce schéma se reproduit. Encore une fois, les dépenses de guerre vidatent l'économie, tandis que corruption et mauvaise gestion nuisent à son efficacité. Encore une fois, le public reçoit des promesses vides tandis que les dirigeants cherchent le pouvoir ailleurs. Certains affirment que la Russie, plus résiliente que l'Union soviétique, s'est adaptée aux sanctions et a renforcé ses liens avec l'Asie. Et il y a une part de vérité là-dedans. Mais la force est relative. Une économie réduite à vendre du pétrole à prix cassé à une poignée d'acheteurs n'est pas résiliente. Elle est dépendante, et la dépendance engendre la faiblesse. Les partenaires même sur lesquels la Russie s'appuie, comme la Chine, profitent de cette faiblesse. Ils achètent de l'énergie à bas prix, gagnent en influence et considèrent la Russie comme un partenaire subalterne, pas un égal. Ce n'est pas la stabilité, mais un lent déclin caché. Cela concerne non seulement les budgets et les pénuries, mais aussi la façon dont les gens réagissent, lorsque leur situation devient instable. Les Russes ont l'habitude des difficultés chaque année, mais la résilience a ses limites. Au début, les gens s'adaptent en dépensant moins, en comptant sur leur famille et en contournant les pénuries. Mais après des années de déclin, la frustration s'immisce dans la vie privée. Cela devient le sujet de conversations à voix basse dans les trains, de grognements dans les couloirs du travail ou d'inquiétudes échangées entre parents qui voient moins de perspectives pour leurs enfants. Ce genre de mécontentement apparaît rarement dans les manifestations ou à la une des journaux. Il s'accumule lentement et invisiblement, jusqu'à devenir soudain évident. Cette pression silencieuse n'est pas nouvelle. L'histoire rappelle que l'Union soviétique paraissait solide jusqu'à son effondrement. La différence aujourd'hui, c'est que la Russie ne s'effondre pas en temps de paix. Elle s'effondre en menant une guerre qui épuise les ressources nécessaires à la survie de l'État. Cette combinaison est encore plus volatile. La faiblesse intérieure et le conflit à l'étranger s'opposent l'un à l'autre, et ensemble, ils amplifient l'instabilité. L'instabilité pose une question plus dangereuse. Que se passe-t-il ensuite ? Les systèmes centrés sur un homme préparent mal la transition. Poutine a gouverné comme si demain n'existait pas, mais il finit toujours par arriver. Sans successeur clair ni institution solide, chaque changement est un pari. Les élites le savent. Ils manœuvrent en silence, s'observent, sans savoir qui agira. Les gens ordinaires le sentent aussi. Le malaise vient du fait de savoir que l'avenir est tu, mais qu'il plane au-dessus de nous. L'absence de plan ne signifie pas la stabilité. Cela veut dire que lorsque le changement viendra, il arrivera de façon chaotique. C'est pourquoi l'annonce de la Banque de Russie avait une telle importance. Ce n'était pas seulement un graphique sur l'inflation ou la croissance, c'était un aveu que le récit ne correspondait plus à la réalité. Pour les Russes, cela confirme la difficulté ressentie au quotidien, dans leur portefeuille et foyer. Pour l'élite, cela montre que le système censé les protéger vacille. C'est aussi un rappel que le déclin de la Russie ne restera pas limité à ses frontières. L'effondrement économique, les troubles politiques et la pression militaire dans une puissance nucléaire ont toujours des répercussions extérieures, d'où l'importance actuelle des enjeux. La Russie traverse une grande incertitude, et son économie de guerre s'effondre. À ce stade, le message est inévitable. La Russie n'est plus au bord de la crise, elle est déjà en plein dedans. Les chiffres chutent, les banques alertent. Et même les responsables qui ont l'habitude de masquer la vérité admettent que l'économie est poussée à son point de rupture. Pour les Russes ordinaires, ce n'est pas un débat abstrait. Cela signifie des prix plus élevés, moins d'emplois, et la peur constante de ce qui va arriver ensuite. Pour le Kremlin, cela signifie une économie qui ne peut plus être contrôlée par des slogans et des mesures d'urgence. Alors, où tout cela mène-t-il ? Les options sont peu nombreuses, et aucune d'entre elles n'est idéale. Le mieux que le Kremlin puisse espérer, c'est de colmater les brèches, juste assez pour retarder un effondrement total. Peut-être en empruntant plus ou en comptant davantage sur la Chine. Mais gagner du temps ne résout pas le problème. Cela ne fait que le prolonger. La Russie risque surtout une stagnation longue et difficile, sans effondrement ni reprise, juste une lente hémorragie. Salaire stable, prix en hausse, les gens s'adaptent, puis craquent. Dans le pire des cas, l'économie et le rouble s'effondrent, les banques ferment et le chaos s'installe. Les manifestations gagnent les rues, et le Kremlin réagit, en Russie comme à l'étranger. Peu importe la voie qu'elle emprunte, l'effondrement n'est pas à venir. Il est déjà là, il est dans les chiffres, il est dans les gros titres qu'ils ne peuvent pas enterrer. Il est dans la panique silencieuse des élites qui réalisent soudainement que le système sur lequel elles ont bâti leur fortune leur échappe peu à peu. Il ne s'agit pas seulement d'une récession, il s'agit d'un État qui manque d'outils, d'argent, de talent et de temps. La machine de guerre qui unifiait le pays le déchire désormais de l'intérieur. Et même les institutions conçues pour protéger l'illusion,
comme la Banque centrale, commencent à dire la vérité. Pour la Russie, l'économie n'est plus à gérer mais à survivre. Pour le monde, les répercussions ne font que commencer.